Des cas de méningite ont été détectés à Bamako et à Gao. Les responsables sanitaires appellent la population à collaborer avec elles afin de contrer la maladie. La transition en cours au Mali devrait prendre fin demain mardi 26 mars 2024. La décision de la Cour constitutionnelle attendue. Les Sénégalais étaient appelés aux urnes ce dimanche 24 mars 2024. Les premières tendances donnent l'avantage au candidat Bassirou Diomaye Faye. Nous avons comme invité de ce journal M. Cheikh Ibra Faye, président des cadres et chefs d'entreprise sénégalais au Mali. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre constante fidélité au programme de TM1. Selon le décret numéro 2022-0335 PTRM du 6 juin 2022, la transition prendra fin à partir de demain, mardi 26 mars 2024. Quelle sera la réaction de la Cour constitutionnelle à partir de demain? Des éléments de réponse avec Paul Yapinguesson. La durée de la transition au Mali fixée à 24 mois prend fin demain mardi 26 mars 2024. Article 1er. La durée de la transition est fixée à 24 mois pour compter du 26 mars 2022. Cette durée de transition est le principal point de friction entre les autorités au pouvoir et les institutions régionales et africaines, voire la communauté internationale. Le Mali s'achemine-t-il vers une énième prolongation de la transition en attendant une décision finale, pouvant entraîner au passage une nouvelle modification de la chaîne de la transition? Tout porte à croire qu'une nouvelle prolongation se dessine sur fond de croissance sécuritaire comme argument. Il reste cependant possible de tirer quelques bénéfices de la période de transition et avant tout d'éviter une nouvelle sortie de route. Si les partenaires extérieurs ont leur rôle à jouer, c'est aux forces politiques et sociales maliennes qui revient en premier lieu de se ressaisir et de sortir le Mali de la crise sécuritaire et de la dépendance dans laquelle le pays est enfermé. Pour prévenir une nouvelle sortie de route de la transition, le choix des réformes à opérer nécessite un large consensus des acteurs maliens pour éviter le blocage préjudiciable à la bonne marche de la transition. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, le président du Forum des organisations de la société civile du Mali, Badra Alou Sako, a invité les autorités de la transition à mettre une transition civile en place avant le 26 mars 2024. C'est en reportant indéfiniment les élections censées faciliter une transition vers un retour au pouvoir d'un régime civil démocratique que les militaires ont marqué la 4e année civile depuis leur prise de pouvoir à la faveur d'un coup d'État en août 2020. Avec l'annonce par le régime militaire de son retrait de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, tout porte à croire que les militaires ont pris le devant pour éviter une probable sanction de la CEDEAO. Cependant, la sécurité et les conditions économiques se sont beaucoup détériorées, affectant les moyens de subsistance de millions de Maliens. C'est par l'arrêt numéro 2021-02/CC, vacances en date du 28 mai 2021, par lequel la Cour constitutionnelle du Mali constate la vacance de la présidence de la transition et donne mandat au vice-président, le colonel Assimi Goïta, pour exercer les fonctions et lui confère les attributs et prérogatives du président de la transition pour conduire le processus à son terme, suite à la démission du président de la transition. La transition qui prend fin demain mardi 26 mars, tous les regards sont tournés vers la Cour constitutionnelle qui devra statuer sur la suite du processus. Je vous l'annonçais tantôt, 6 cas de méningite ont été confirmés dans la région de Gao et dans le district de Bamako. L'information a été donnée par la Direction générale de la santé et de l'hygiène publique dans un communiqué la semaine dernière. Ces responsables invitent donc la population à plus de collaboration avec les structures sanitaires afin de stopper la maladie. Aminata Keïta. Des cas de méningite ont été détectés et confirmés dans la région de Gao, précisément à Assongo et dans le district sanitaire de Gao, mais aussi à Bamako au niveau de la commune 5. Dans la région de Gao, il s'agit de méningite à Neisseria de sérogroupe C et à Bamako de sérogroupe X et W135. Nous sommes pendant la période de haute transmission de la méningite. Cette période va habituellement du mois de mars jusqu'au mois de juin, notamment la période sèche. Le district sanitaire d'Ansongo qui a enregistré le maximum des cas à la 11e semaine, notamment 4 cas confirmés et 6 cas suspects. Donc le taux d'attaque pour ces districts sanitaires se situe autour de 2,88 cas pour 100 000 habitants. Donc le seuil d'alerte même n'est pas atteint. À plus forte raison, le seuil épidémique. La méningite est une inflammation des tissus qui entourent le cerveau et la moelle épinière. La bactérie, également appelée méningocoque, se transmet d'une personne à l'autre. Elle touche des personnes de tout âge et nécessite des soins médicaux immédiats.
En effet, la méningite peut entraîner des séquelles graves comme la destruction du cerveau, des séquelles neurologiques graves et la forme dangereuse la plus courante de la maladie peut entraîner la mort en 24 heures. Il existe des traitements et des vaccins efficaces contre certaines des bactéries responsables de la maladie. Il y a le programme élargi de vaccination qui prend en charge les enfants de 0 à 11 mois, notamment à partir de 6 semaines de vie. Les enfants bénéficient la première dose de vaccin contre les pneumocoques, les penta. Cette dose est renouvelée 4 semaines après, notamment la 10e semaine de vie chez les enfants et à la 14e semaine, la 3e dose administrée. Et à partir de 9 mois jusqu'à 11 mois de vie, il y a le Menafrivac qui est administré également aux enfants. Donc le fait d'être vacciné contre la méningite, ça n'entraîne pas une immunité à vie, mais ça évite la survenue de la maladie parce que c'est une maladie évitable par la vaccination. Pour y faire face, la Direction nationale de la santé et de l'hygiène publique préconise le renforcement de la surveillance épidémiologique, l'activation des comités de gestion des épidémies à tous les niveaux et la sensibilisation des populations sur le comportement à adopter dorénavant. Terrorisme en Afrique de l'Ouest. Al-Qaïda, Boko Haram et Daesh continuent de tenir des positions et de perpétrer des attaques dans cette partie du continent. L'inexorable avancée du djihadisme en Afrique de l'Ouest. Un commentaire signé Djeneba Samaki. L'Afrique de l'Ouest, le Sahel notamment, est devenu en quelques années l'épicentre mondial du terrorisme. Partout sur le continent, Daesh, Al-Qaïda et leurs affiliés exploitent la dynamique des conflits locaux et les fragilités pour faire avancer leur agenda tout en déchiquetant le tissu social des pays entiers avec de la violence, de la méfiance et de la peur. Les pays les plus touchés par cette expansion du terrorisme sont entre autres le Mali, le Burkina Faso, le Niger, l'Est de la République démocratique du Congo, le Tchad. Et dans cette dynamique, une tendance est claire. Communauté après communauté, les groupes terroristes étendent leur influence, développant leurs réseaux continentaux avec plus de combattants, de financement et d'armes, forgeant des liens avec des groupes criminels organisés transnationaux et répandant la peur, la misère et des idéologies haineuses à travers les cyberespaces. Les femmes et les filles sont souvent les premières et les plus gravement touchées par le terrorisme, de nombreux groupes terroristes ayant une stratégie commune. L'assujettissement patriarcal des femmes et des filles et des actes de violence scandaleux à leur encontre. Au Niger, une embuscade djihadiste contre l'armée a coûté la vie la semaine dernière à 23 soldats à Tillabéri, région proche du Burkina Faso et du Mali, infestée par les groupes djihadistes qui y multiplient les attaques depuis un moment. Suite à cette attaque, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a fait un communiqué pour condamner l'attaque, appelant à lutter contre le terrorisme dans la région. Au Mali, on assiste ces dernières semaines à une recrudescence des attaques. Les dernières ont été enregistrées les week-ends du 16 et 17 mars 2024, où les djihadistes du JNIM ont attaqué samedi un camp militaire à Danderesso, région de Sikasso, dans le sud du pays. Les États-Unis préparent une aide à long terme pour la Côte d'Ivoire, le Bénin et le Togo. Ces 3 pays africains sont menacés par une extension des violences djihadistes du Sahel. Une enveloppe de 100 millions de dollars sur 10 ans devrait être débloquée par Washington. L'annonce fait suite à la visite de Kamala Harris, vice-présidente américaine, en visite au Ghana en mars 2023 dans le cadre des efforts croissants déployés par les États-Unis en Afrique. Elle a promis 100 millions de dollars sur 10 ans pour renforcer la résilience des régions côtières d'Afrique de l'Ouest. En bref, plus de 200 élèves enlevés par des hommes armés début mars dans une école dans le nord-ouest du Nigeria ont été libérés. L'information a été donnée le 24 mars par le gouverneur de l'État de Kaduna dans un communiqué sans donner de précision. Ces dernières années, des bandes criminelles ont attaqué des écoles, principalement dans les zones rurales des États du nord-ouest du Nigeria. Le président Bola Ahmed Tinubu a promis de s'attaquer à l'insécurité alimentée par les groupes djihadistes, les bandits dans le nord-est et la recrudescence de violences intercommunautaires dans les États du centre.
Direction le Sénégal. C'est un scrutin totalement indécis qui s'est ouvert le 24 mars dernier au terme d'une campagne express pour élire le 5e président de l'histoire du pays. Une première tendance donne l'avantage au candidat Bassirou Diomaye Faye. Le point de l'actualité avec Assetoumani Koulibaly. C'est dans le calme et même dans une ambiance plutôt bon enfant que les électeurs ont massivement répondu présents dans les urnes pour trancher entre le candidat adoubé par le président sortant pour piloter le projet de société de la coalition gouvernementale et 17 autres concurrents dont le plus emblématique est celui désigné par défaut pour porter les couleurs du principal parti de l'opposition. En clair, on peut d'ores et déjà dire avant même la publication des résultats officiels et au regard des tendances lourdes distillées, depuis la fermeture des bureaux de vote, qu'on s'achemine vers un duel par procuration entre le président sortant Macky Sall et l'opposant radical Ousmane Sonko, représentés respectivement par Amadou Ba et Bassirou Diomaye Faye, tous des inspecteurs des impôts de formation et de profession. Au terme d'une première journée, selon les premières tendances, l'opposant Bassirou Diomaye Faye se classe largement en tête de liste. Les résultats publiés, bureau par bureau dans les médias et sur les réseaux sociaux donnent un net avantage au candidat Bassirou Diomaye Faye, avec devant celui du pouvoir, Amadou Ba, très loin devant les autres. Des centaines de sympathisants de Faye ont chanté et dansé au son du tam-tam au siège de sa campagne à Dakar. Des cortèges de jeunes à moto ont parcouru, klaxons hurlant, les rues de la capitale en s'en allant au palais présidentiel. Une chose que le camp d'Amadou Ba estime prématurée. Amadou Ba, le candidat de la coalition au pouvoir Benno Bokk Yakaar, a finalement reconnu le 25 mars sa défaite face à l'opposant Bassirou Diomaye Faye. Amadou Ba vient d'appeler au téléphone Bassirou Diomaye Faye afin de le féliciter et de prier pour lui, a déclaré le ministre porte-parole du gouvernement Abdou Karim Fofana, proche de l'ancien premier ministre de Macky Sall. On peut féliciter tous les acteurs politiques qui ont écumé 2 semaines durant les villes et villages pour appeler les Sénégalais à sortir massivement pour voter dans le calme, bien que cette élection soit sans conteste la plus ouverte jamais organisée au pays de la Teranga. Les résultats définitifs seront probablement publiés d'ici la fin de semaine. Élection présidentielle au Sénégal, on en parle largement avec notre invité plateau, M. Cheikh Ibra Faye. Il est le président des cadres et chef d'entreprise sénégalais au Mali. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie, Marietou. Alors, il y a quelques heures, sur le réseau social X, le président sortant Macky Sall a posté, je cite, « Je salue le bon déroulement de l'élection présidentielle du 24 mars et félicite le vainqueur M. Bassirou Diomaye Faye que les tendances donnent gagnant. C'est la victoire de la démocratie sénégalaise. » Fin de citation. Selon vous, que peut-on retenir de cette élection? Marietou, nous pouvons retenir de cette élection que le peuple sénégalais a confirmé son caractère souverain et que le peuple a voté le changement, le peuple a voté la rupture, le peuple a voté l'alternance. Alors, Bassirou Diomaye Faye plébiscité dès le premier tour, une première dans l'histoire du Sénégal. Tout à fait, c'est une première dans l'histoire du Sénégal qu'un président gagne dès le premier tour. C'est également une première dans l'histoire du Sénégal d'avoir un candidat qui n'est pas dans l'établissement politique sénégalais qui puisse emporter haut la main les élections. Mais c'est également une première que les élections présidentielles se passent au Sénégal sans le président sortant. Donc c'est une élection inédite et je pense qu'il faut féliciter le peuple sénégalais qui a montré son caractère d'exemplarité en matière de démocratie. Il faudra vraiment que les autres pays africains emboîtent le pas au Sénégal. Parlez-nous des enjeux, mais aussi les défis qui attendent le nouveau président. Eh bien, les défis qui attendent le nouveau président sont nombreux. Il faut seulement citer les plus prioritaires, notamment la gestion des ressources pétrolières et gazières dont le Sénégal doit commencer à exploiter à partir de cette année, mais également la maîtrise de la question de l'emploi.
Aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que c'est la jeunesse sénégalaise qui, en tout cas, a plébiscité Diomaye Faye, qui est également un jeune Sénégalais, pour vous dire que la question de l'emploi également est prioritaire. Mais il y a également la bonne gouvernance. La bonne gouvernance et les réformes de la justice sénégalaise. Parce que ces dernières années, on a beaucoup parlé de justice, de bonne gouvernance. C'est d'ailleurs pourquoi le peuple a voté la rupture, le changement. Merci beaucoup, M. Faye. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que M. Cheikh Ibra Faye est le président des cadres et chef d'entreprise sénégalais au Mali. C'est ce qui referme ce 1945. Merci à vous de l'avoir suivi. À demain, même heure, même plateau. Bonsoir à tous.